Je vais avoir le plaisir d'inviter sur scène le professeur Jean Revez du département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Le professeur Revez, comme Julie Desjardins l'a mentionné tout à l'heure, est donc le pionnier de l'égyptologie à l'UQAM. C'est le mentor de beaucoup d'entre nous. J'ai le privilège qu'il soit le mien, en tout cas. Il est le directeur de la mission Karnak en codirection, donc avec l'Université Memphis et Peter Brand. Il a aussi d'autres intérêts, notamment l'idéologie politique, surtout dans les périodes du premier millénaire, notamment avec les Nubiens. Il se spécialise beaucoup sur les liens familiaux entre la famille au pouvoir, donc les frères de rois, un petit peu tous ces modes de succession, puis toute l'idéologie politique qui se tisse autour de ces éléments-là. Et puis, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, donc ces travaux de recherche passionnants, il les met au service aussi de ses étudiants. Et donc, c'est avec plaisir aujourd'hui qui va nous présenter. Donc, Je tiens l'affaire, Jean-François Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Perrine. Je vais juste tester si ça fonctionne. C'est parfait. Alors d'habitude, j'ai toujours, je tente un petit peu de fanfaronner en présentant, en exhibant ma petite clé USB du British Museum qui représente en fait donc la pierre de Rosette. Et pour une fois, c'est à propos. Donc, je pense que c'est très bien. Alors, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier Valérie Angenot et Perrine Poiron pour l'organisation sans faille de ce symposium. Merci également de m'avoir invité à donner cette conférence sur Jean-François Champollion, dont j'admets en toute candeur n'être pas un spécialiste, contrairement à mes éminents collègues qui se trouvent ici en salle, mais il est clair qu'un personnage aussi célèbre ne manque pas d'intéresser les étudiants et d'être intégré dans les cours au département. Je tiens également à remercier le public, vous, d'être présents. Sans vous, il n'y aurait aucune raison d'être pour ce symposium. Et merci aux conférenciers d'être venus d'horizons lointains nous honorer ici de votre présence. Alors, Champollion, je tiens à faire le déchiffrement des hiéroglyphes. Voici le plat du jour, en fait, le plan de ma présentation. Alors, dans un premier temps, en fait, je présenterai Champollion avant 1822 pour mettre en exergue quelques éléments de gestation, de formation qui l'ont préparé à déchiffrer donc cette pierre. Je tenterai parallèlement, dans une deuxième partie, de montrer l'état des connaissances sur les hiéroglyphes égyptiens avant 1822 également, afin que vous puissiez vraiment évaluer et saisir d'abord la difficulté qu'avait Champollion à percer la clé des hiéroglyphes et de constater le chemin parcouru par cet éminent chercheur. Montrer aussi que Champollion, donc ça c'est dans cette troisième partie, la percée du mois de septembre 1822 et la lettre à Monsieur Dacier, montrait qu'il y avait aussi un chemin à parcourir après. C'était une étape importante que celle du déchiffrement, mais c'était une étape préliminaire. Et ensuite, dans une dernière partie, je présenterai les contributions de Champollion à l'égyptologie après 1822 dans des domaines autres que la philologie en histoire de l'art, entre autres, enfin vous verrez par donc différentes initiatives de sa part, comment il a pu contribuer au développement de cette discipline. Alors, je fais un bref parcours biographique du personnage. Donc, comme vous le savez, la naissance à Figeac, dans le Lot, donc dans le Quercy. Vous avez ici la maison natale de Champollion, qui a été ensuite transformée en musée, avec ce qu'on appelle la place des Écritures et une reproduction à 10 fois l'échelle de la pierre de Rosette. Et vous avez ici
la représentation de la halle, une place centrale à Figeac, qui donnait enfin sur la boutique, la librairie du père de Jean-François, qui était d'abord colporteur d'ouvrages qu'il transportait de ville en ville, puis libraire, notamment par son mariage avec une fille de notable du coin, qui lui a permis donc d'ouvrir boutique dans cette place centrale. Alors, à retenir essentiellement de cette partie de son enfance à Jean-François, c'est la en fait, on n'a pas énormément d'indices sur la parenté, ou du moins sur l'importance des parents dans sa vie, en règle générale, ce qui expliquera peut-être le rôle crucial que jouera son frère Jacques-Joseph dans l'éducation de Jean-François. Et aussi, donc, il semblait avoir été un élève quelque peu réfractaire à l'enseignement, puisque dès l'école primaire, il a dû donc être, je ne sais pas si le terme expulsé, on va dire retiré de l'école primaire pour bénéficier d'un enseignement d'un particulier qui s'appelle l'abbé Calmels, qui entre autres l'a initié déjà à 10 ans donc au grec et surtout au latin. Donc, à partir de l'âge de 10 ans, juste donc 11 à grosso modo 17 ans, il va vivre à Grenoble et il sera en fait envoyé à Grenoble où son frère Jacques-Joseph Champollion, dit Champollion-Figeac, s'occupera de son éducation. Alors, quelques mots quand même sur ce personnage clé. On a eu parfois tendance à comparer la relation entre les deux frères avec celle, par exemple, de Vincent et de Théo Van Gogh, l'un étant vraiment le créateur et l'autre le soutien financier, le soutien moral. La différence ici, c'est que Jacques-Joseph est un savant en propre aussi. C'est quelqu'un qui a fait de la recherche, quelqu'un qui a failli partir en Égypte, participer, ou du moins, oui, participer à la préparation donc, de l'ouvrage de l'expédition de Bonaparte, excusez-moi, c'est ça, de l'expédition d'Égypte. Donc, et également, c'est quelqu'un donc qui est devenu par la suite professeur. Il a été professeur à la faculté des arts à Grenoble en grec ancien. Il a été bibliothécaire aussi à la bibliothèque municipale de Grenoble. C'est en quelque sorte donc le tuteur, le parrain de Jean-François. Il deviendra plus tard dans la vie de Jean-François quelqu'un d'important aussi en étant l'adjoint au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres à Paris, donc de monsieur Dacier. Et en fait, c'est quelqu'un qui, je comparerais un petit peu à un certain Wep Wawet, donc en Égypte, celui qui ouvre le chemin, donc qui est ce dieu canin qui guide le mort dans le monde de l'au-delà. Lui, je dirais qu'il a guidé Champollion dans le monde d'ici-bas en ouvrant les portes. C'était quelqu'un qui était en quelque sorte je dirais, avec les documentaires qu'on a eus hier, donc la relation Carter et Carnarvon, il serait un petit peu le Carnarvon, donc la pierre polie, tandis que Champollion serait un petit peu le diamant brut qui brille de tous ces éclats. Donc il a eu un rôle clé tout au long de la vie de Champollion, et entre autres à Grenoble, de l'introduire à Joseph Fourier, qui faisait partie donc de l'expédition de Bonaparte, un géographe qui était responsable de la rédaction de la préface, donc de la description de l'Égypte, cette œuvre monumentale tirée de cette expédition. Et donc Fourier va également l'aider donc dans sa carrière, notamment lorsqu'il s'agira de trouver un poste à Grenoble. À partir donc de 1807, eh bien, Champollion va quitter Grenoble pour Paris et pendant 2 ans, il va s'initier à Paris à toutes les langues orientales les plus connues de l'époque, enseignées par de grands maîtres. Et vous avez ici un emploi du temps de Champollion et vous voyez que, enfin, vous verrez que ce n'est pas quelqu'un qui chôme. Alors ça, c'est un emploi du temps uniquement pour le lundi.
Le lundi à 8h15, je pars pour le Collège de France. Tu sais qu'il y a beaucoup de chemin. Donc là, il écrit à son frère. C'est place Cambrai, près du Panthéon. À 9h, je suis le cours de persan de Monsieur de Sassy jusqu'à 10. Comme celui d'hébreu, de syriaque et de chaldéen, donc d'araméen, se fait à midi, je vais de suite chez Monsieur Audran, qui m'a proposé de me garder chez lui tous les lundis, mercredis et vendredis depuis 10h jusqu'à midi. Il reste dans l'intérieur du Collège de France. Nous passons ces 2 heures à causer langue orientale, à traduire de l'hébreu, du syriaque, du chaldéen et de l'arabe. Nous consacrons toujours une demi-heure à travailler à sa grammaire chaldéenne et syriaque. À midi, nous descendons et il fait son cours d'hébreu. En sortant de ce cours à 1h, je traverse tout Paris et je vais à l'école spéciale suivre à 2h le cours de Monsieur Langlais qui me donne des soins particuliers. Nous partons aux soirées. Comme vous voyez, donc c'est une jeunesse nourrie donc à l'enseignement de plus prestigieux professeurs. Et c'est une période également où il s'initie au copte, notamment donc par la présence à Paris d'un coptisant, ou plutôt d'un copte, qui est Monsieur Cheftici. Et donc, Champollion va vraiment s'y consacrer. Il a une passion pour le copte. Et voilà ce qu'il en dit. Quant au copte, je ne fais que cela. Je ne rêve que copte égyptien. J'ai fait une grammaire thébaine saïdique, la seule qui existe, une memphitique, la concordance des 2 dialectes. J'ai transcrit la grammaire saïdique en arabe. J'ai fait la lettre A d'un dictionnaire saïdique. Il n'en existe point. J'ai parachevé 7 lettres d'un dictionnaire memphitique par Racine. Donc, il dit même parfois qu'il parle tout seul, donc en copte, pour se pratiquer. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Il va être vraiment à l'origine aussi d'une grammaire copte qu'il va concevoir. Et ceci sera excessivement utile pour la suite, puisque le copte va grandement l'améliorer à déchiffrer les hiéroglyphes. Après ces 2 années d'apprentissage à Grenoble, il va donc à Paris, il va revenir à Grenoble, où il deviendra maître assistant à l'université où travaille son frère. Il travaillera aussi à la bibliothèque de Grenoble. Et donc, pendant cette douzaine d'années, il va se consacrer à l'enseignement, mais il va connaître quelques problèmes pour des convictions politiques. Donc là, j'abrège, cette histoire de France est assez complexe, mais toujours est-il qu'il est donc à un moment donné considéré comme un bonapartiste après l'arrivée pour un temps, je pense c'est pendant les 100 jours de donc Bonaparte à Grenoble, et il en perdra en fait son emploi une fois que les ultras, les royalistes, monteront au pouvoir et que Napoléon, donc Bonaparte, n'aura plus la cote. Et il devra aussi, à un moment donné, subir les conséquences en fait d'une révolte à Grenoble en 1821, où donc le préfet d'Isère, donc c'était auparavant justement Fourier, eh bien, lui mettra des bâtons dans les roues et il sera obligé à ce moment-là de quitter Grenoble et il retournera à Paris, mais sans avoir donc consacré beaucoup de son temps là à Figeac, il va s'y marier d'ailleurs, et aussi à donc développer ce qu'il a appelé l'école mutuelle, donc une forme d'enseignement. Donc il était vraiment un homme de son temps qui voulait populariser et démocratiser l'enseignement. Il retournera ensuite à Paris de 1821 à 1824. Il habitera donc la rue Mazarine, non loin en fait de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Et vous pouvez encore voir aujourd'hui donc la plaque commémorative sur cette à l'entrée de l'immeuble. Donc, par la suite, il habitera un autre appartement sur cette même rue. Donc, voilà son parcours, je dirais. Donc, avant 1822, donc quelqu'un qui se consacre dès un âge précoce à l'apprentissage des langues, quelqu'un d'excessivement passionné par donc les langues. Effectivement, comme Monsieur Zivil avait dit hier, on l'appelle, oui, se nomme Surreillard, donc petit en lien avec, en quelque sorte, sa volonté de se présenter comme orientalisant. Donc les années à Paris étaient pour lui des années un peu difficiles sur le plan personnel, ce qu'on appelle la dèche en quelque sorte, une dèche relative. Il était quand même nourri et logé par son frère, mais il garde de ce qu'il appelle la sale capitale un souvenir assez mitigé.
Alors, regardons maintenant, donc rebroussons chemin encore une fois avant 1822, mais pour établir cette fois-ci l'état des connaissances sur les hiéroglyphes à ce moment-là. Alors, donc, quand même introduire quelques notions de base par rapport aux différentes écritures égyptiennes, puisqu'elles auront un rôle à jouer dans le déchiffrement de la pierre de Rosette. Vous avez ici 4 types d'écriture, donc de haut en bas la hiéroglyphique. Ici, vous avez l'écriture hiératique, connue comme une écriture cursive, en fait, de l'écriture hiéroglyphique, le démotique et le copte. Vous avez des exemples ici de ces 2 types d'écriture qui, en fait, correspondent, à chaque signe hiéroglyphique correspond un signe hiératique, simplement, un petit peu de manière sténographique, il est représenté de manière plus cursive, comme je dis. Et là, vous avez un exemple d'écriture démotique. Et ici, l'écriture copte, c'est la langue ou l'état de langue d'écriture le plus tardif en Égypte, mais a ceci de particulier qu'il est composé en grande partie de caractères grecs et donc qui sont lisibles par quelqu'un qui n'a même pas la connaissance nécessairement des langues sémitiques. Là, vous avez les 2 types d'écriture propres sur papyrus, l'écriture hiératique, l'écriture hiéroglyphique. D'ailleurs, ici, l'exemple choisi, en fait, c'est un fragment provenant de la tombe de Séti Ier qui a été ramené par Champollion au musée du Louvre. Et il y a un équivalent sensiblement pareil au musée de Turin de la même tombe. Alors ici, vous avez encore une fois les 4 états, les 4 systèmes d'écriture. En encadré, ce sont les 2 écritures que vous trouverez sur la pierre de Rosette, l'écriture hiéroglyphique et l'écriture démotique. Notez aussi que cette pierre de Rosette date de l'époque ptolémaïque et donc l'écriture hiéroglyphique est tardive et comprend parfois certains signes qui sont caractéristiques de cette époque et que l'on ne retrouve pas nécessairement aux époques purement pharaoniques antérieures. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours de hiéroglyphes et il n'y aura pas d'examen au terme de cette conférence, mais simplement vous initier à certains concepts afin que là encore vous puissiez peut-être mieux saisir les enjeux entourant le déchiffrement des hiéroglyphes. Donc aujourd'hui, avec le recul, on sait donc qu'il y a ce que l'on peut qualifier de signes à valeur phonétique en égyptien hiéroglyphique, donc des signes à un son, ce que l'on appelle des phonogrammes unilitaires, et ce qui généralement est considéré comme l'alphabet pour l'égyptien, donc des exemples P, S et M, donc un signe, un son. Uniquement la valeur phonétique ici importe. Vous avez des phonogrammes bilitaires, c'est-à-dire des phonogrammes à 2 sons, comme hair ou mess, donc le H et le R, et le M et le S, ça fait 2 consonnes, des phonogrammes trilitaires, donc à 3 sons, or, donc A, N, A, et le R, P, R, ici du scarabée. Il y a aussi ce que l'on appelle des compléments phonétiques. Donc, admettons, et c'est le cas, la racine mess est souvent utilisée pour le verbe enfanter, et donc on utilise le bilitaire mess pour donc vocaliser ce signe, mais très souvent les Égyptiens ont tendance à ajouter ce qu'on appelle un complément phonétique, c'est-à-dire ici un signe unilitaire que vous retrouvez à gauche, qui vise simplement à faciliter la prononciation de ce mot en répétant le son de la dernière consonne du mot. Par ailleurs, vous avez des signes à valeur sémantique et phonétique, ce que l'on peut appeler des idéogrammes, donc des signes sens, si vous voulez, par rapport aux signes son que l'on avait auparavant. Donc la représentation du soleil est à prendre comme donc élément figuratif, ça représente le soleil, voire de manière un peu plus large le jour, mais il y a une prononciation qui est associée, ra, comme ro ici, pour la bouche, qui peut, dans un sens propre, être bouche, dans un sens plus figuré, être entrée. Et pour terminer, vous avez ce qu'on appelle des signes à valeur sémantique, des déterminatifs ou classificateurs parfois, donc qui sont des signes uniquement sens, qui sont placés à la fin d'un mot, surtout lorsque ces mots sont homophones, donc se prononcent de la même manière, mais pour distinguer le sens de ce mot, pour bateau, on mettra un
signe du bateau et pour le goût, un signe de l'homme qui met la main à sa bouche. Donc là, ça permet au lecteur de savoir dans quel sens il faut comprendre ce mot, mais je vous rappelle que ces signes n'ont pas de valeur phonétique. Pour clore cette partie, simplement dire donc la difficulté qu'ont les philologues, c'est d'essayer de comprendre la signification à donner à tel ou tel signe dans un mot. Donc un signe comme celui-ci qui représente le plan d'une maison avec la porte ici, peut être compris comme un idéogramme dans son sens figuratif plein, donc pair, ou bien peut être utilisé uniquement comme phonogramme, sans du tout ayant d'utilité ou de signification de sens, pairo, donc ici c'est simplement la valeur phonétique pair qui est utile dans ce mot, tandis que ce même signe à la fin d'un mot peut être utilisé comme un déterminatif sans qu'il ait de valeur phonétique. Dans le mot temple, donc toutes les constructions bâties sont déterminées par ce signe hiéroglyphique. Alors pourquoi donc discuter de tout ça? C'est pour essayer de retrouver un petit peu donc le parcours de ceux qui se sont intéressés au déchiffrement des hiéroglyphes. Donc hiéroglyphe est un terme d'origine grecque qui veut dire hieros sacré et glypho gravé, donc littéralement caractère sacré. Et là il faut dire que le sens hellénique est très proche du sens qu'avaient donné les Égyptiens à ce mot, puisqu'il s'agit de discours divins, d'écrits sacrés, donc Medu Necher. Et ceux qui se sont intéressés, des grands auteurs classiques comme Hérodote et Diodore, ont saisi donc ce caractère sacré des hiéroglyphes. Les Égyptiens emploient deux sortes de caractères, les uns appelés sacrés, les autres populaires, le démotique. Les Égyptiens possèdent des modes particuliers d'écriture, l'un nommé vulgaire, le démotique, est appris par tout le monde, et l'autre appelé sacré, et chez les Égyptiens connu par les prêtres seuls, qui l'ont appris de leur père comme une chose dont on ne doit pas parler. Donc ce caractère initiatique et sacré des hiéroglyphes est quelque chose qui, à la fin de l'Antiquité ou au cours de l'Antiquité, a subsisté, et c'est resté en fait pendant ce hiatus de quelques 1500 ans entre la dernière écriture hiéroglyphique et le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. Donc vous avez un trou qu'on a tenté de combler, un trou similaire d'ailleurs qui a eu lieu également avec le cunéiforme. Et donc certains se sont quand même prêtés à l'exercice et ont tenté de comprendre donc le sens de cette écriture. Donc Aurapollon, par exemple, dans ses Hieroglyphica, donc qui a vécu probablement donc à la fin de l'Antiquité, mais dont les écrits n'ont été rapportés qu'à la fin du Moyen Âge, voilà ce qu'il dit des hiéroglyphes. Voulant représenter l'idée d'ouvrir, les Égyptiens, peignent un lièvre, parce que cet animal a toujours les yeux ouverts. Bon, donc c'est un petit peu comme les bestiaires au Moyen-Âge, donc une interprétation, on va dire, symbolique du signe, en fait, qui mélange vérité et erreur. Oui, le lièvre souvent renvoie à la notion, on le verra, d'ouverture, mais pas pour les raisons invoquées. Ou bien, autre exemple, quand les Égyptiens veulent écrire le fils, ils peignent une oie, car cet animal montre le plus d'affection pour ses petits, et si quelqu'un venait en poursuivre une pour la prendre avec ses petits, le père et la mère s'offrent spontanément aux chasseurs pour que leurs petits soient sauvés. C'est pour cette raison que les Égyptiens ont jugé bon de vénérer cet animal. Alors si on prend l'exemple de Wen, oui, donc ici vous avez le lièvre qui est utilisé en effet dans le verbe ouvrir, donc Aurapollon avait raison, mais il n'est pas du tout utilisé dans le sens idéographique du terme, mais bien uniquement dans le sens phonétique, puisque wen ici est simplement utilisé pour le bilitaire wen, et vous voyez des verbes comme être vêtu ou se vêtir, ou bien traîneau, qui n'ont rien à voir avec l'ouverture, utilisent néanmoins cette racine. Et autre preuve, le même mot, le même signe wen, dans wenem, manger, peut être très bien remplacé par un autre signe qui n'a rien à voir avec le lièvre, et donc on ne retient ici que la valeur phonétique du signe. Vous avez ensuite Hermès Trismégiste, là encore une figure difficile à cerner sur le plan chronologique, mais dont les écrits vont avoir énormément de répercussions à la Renaissance, entre autres, et au siècle des Lumières, donc, et qui va donner naissance à une doctrine, l'hermétisme, qui est une doctrine ésotérique qui est fondée sur ces écrits, les
le corpus hermeticum, les hermetica, et donc certains vont donner aux hiéroglyphes cette dimension quelque peu mystique et symbolique. Par exemple, Athanasius Kircher, donc, qui a vécu à Rome au cours de la Renaissance, à une époque où la papauté mettait en valeur vraiment la cité en érigeant des obélisques un peu partout. Et donc, lui a été responsable de la reconstitution d'un obélisque et de la traduction d'un de ceux-ci dans son Obeliscus Pamphilius. Donc, je ne lirai pas ici le texte, mais c'est, vous verrez, assez éloigné de la traduction que les Égyptiens eux-mêmes avaient donnée donc à ce type d'inscription. Mais donc, entre autres, Jean Vinan avait travaillé sur cet auteur en 2018. Donc, il rapporte que Kircher, donc, pour lui, le propre du symbole est de conduire notre âme par le truchement d'une quelconque similitude à l'intelligence d'une chose, surtout à partir de choses différentes qui s'offrent au sens extérieur. Vous voyez comme c'est très clair. Alors donc, la propriété ici est cachée, dissimulée, et donc c'est une conception, disons, assez opaque, on va dire, de l'écriture hiéroglyphique. Donc, au moment de découvrir la pierre de Rosette en 1799, donc l'état des connaissances de l'égyptien est grosso modo le suivant. Le copte dérive de la langue de l'ancienne Égypte, ça. Par contre, Athanasius Kircher, par rapport aux études de copte, donc, a vraiment beaucoup développé cet aspect donc de la langue. Les trois écritures égyptiennes, hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques sont liées. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu en 1785. Les cartouches contiennent des noms royaux. Donc ça a été vu aussi. Et le système des hiéroglyphes comporte des éléments phonétiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit là beaucoup plus d'intuition, de supposition, sans qu'il s'agisse de démonstration. Donc c'est quelque chose d'important à considérer. Et donc Champollion a donc eu parfois des vues assez discordantes par rapport à Kircher, qu'il condamne parfois, mais qu'il, en sens ou du moins dont il reconnaît la contribution à d'autres moments, comme vous pouvez le voir dans le passage en bas. Tournons-nous maintenant vers l'expédition de Bonaparte, 1798-1801, donc description de l'Égypte. Quelques 120-150 savants partent en Égypte pour établir un état des lieux. C'est on est donc vers la fin du siècle des Lumières, une période encyclopédique où on veut en savoir beaucoup sur l'Égypte. Et regardez, par exemple, les croquis que vous avez en haut à droite, tirés de la description de l'Égypte, qui est très proche de la réalité, puisque vous avez une photo récente en bas, et on est assez loin des gravures du XVIIIe siècle, comme vous pouvez le voir à gauche, où là, le caractère scientifique en fait du croquis n'est pas le souci premier. Donc la pierre de Rosette au British Museum, comme vous le savez, qui donc avait été découverte par un lieutenant Bouchard, donc à Rosette, qui se trouve être une ville sur le delta. Après la défaite de Napoléon aux mains des Anglais, la pièce est remise ensuite au British Museum, et vous avez ici une reconstitution d'après Parkinson, donc de l'emplacement au sein même d'une stèle plus grande de cette pierre qui est donc en 3 langues. Alors justement, quand même dire quelques mots sur cette pierre. Vous avez donc c'est une pierre que l'on dit trilingue, c'est-à-dire il y a 3 inscriptions. En haut, c'est l'inscription hiéroglyphique. Au centre, c'est l'inscription démotique. Et en bas, c'est l'inscription grecque. Et vous voyez que la partie égyptologique, enfin la partie hiéroglyphique, est beaucoup moins bien préservée que les 2 autres types d'inscriptions. Et certains, dont un des maîtres de Champollion, s'étaient penchés surtout l'écriture démotique pour essayer donc de la saisir. Et Sacy, donc de Sacy, donc a
compris ou a réussi à attribuer certaines valeurs phonétiques à certains des cartouches, à certains des mots qui se trouvaient en démotique et en grec, mais il réalise qu'il y a un nombre bien plus important de signes démotiques par rapport aux signes grecs, et donc d'attribuer simplement une valeur phonétique pose un peu problème, donc pour toutes sortes de raisons, mais il reconnaît donc l'impasse et ne peut aller plus loin. Donc un Suédois diplomate, Åkerblad, avait aussi, à partir donc de l'écriture démotique, tenté d'en déchiffrer les secrets. Donc quelques succès, mais encore une fois très partiels. Quelqu'un d'autre, donc Thomas Young, lui avant Champollion. Donc on a un peu souvent comparé ces deux grands savants, l'un étant, on pourrait dire, un esprit universel, un peu éclectique dans ses choix, qui savait tout, un genre de Léonard de Vinci de son temps, qui était médecin, physicien, qui avait fait ses études en Angleterre à Cambridge, qui était Fellow au Royal Society, et qui donc s'est intéressé aussi aux langues, mais je ne dirais pas en tant que dilettant, mais il a réussi véritablement à effectuer des percées spectaculaires dans la compréhension de cette écriture, surtout l'écriture démotique. Et il a fait donc des comparaisons. Ici, vous avez des notes que l'on a retrouvées, donc de certains, donc il mettait une ligne en hiéroglyphe, une autre en démotique, et tentait matériellement, presque comme un puzzle, de mettre ensemble les différents morceaux et de regarder quelles étaient les occurrences de signes qui se ressemblaient d'une écriture à l'autre. Et il a aussi attribué certaines valeurs phonétiques donc à des signes à la fois en démotique et en égyptien, mais là encore une fois, il se bute à une impasse, et ce n'est qu'une infime partie finalement de signes qu'il réussit encore à travers surtout les cartouches royaux à déchiffrer. Sur ces entrefaits, donc, nous sommes en 1822, la percée du mois de septembre et la lettre à Monsieur Dacier. Alors ici, vous avez des notes manuscrites donc de Champollion, et on voit ici déjà une différence par rapport à celle de Young, c'est qu'il insère aussi des commentaires en copte. Et donc, il y a toujours les versions hiéroglyphiques et démotiques, mais étant donné qu'il est si à l'aise en copte, les autres le connaissaient, donc de sa scie Åkerblad et Young, mais de manière quand même beaucoup moins poussée que Champollion, et ce copte va en grande partie l'aider à franchir le cap, passer le seuil pour ensuite véritablement déchiffrer, donc commencer à déchiffrer les écritures. Donc il a réussi comme ses prédécesseurs, donc, mais vraiment par contre en comparant d'abord le cartouche de Ptolémée, qui était le seul gardé dans la version hiéroglyphique de la pierre de Rosette, donc à retrouver ce même cartouche ensuite sur un autre document bilingue, l'obélisque de Philae, dont vous voyez ici une ébauche, avec sur le socle une inscription en grec, et sur l'aiguille même de l'obélisque l'inscription en hiéroglyphe. Et en plus, on y retrouve le cartouche de Cléopâtre, donc qui réussit à saisir tous les signes, enfin toutes les valeurs phonétiques du mot Ptolémée et de Cléopâtre. Alors, ça paraît, on se dit c'est juste une simple correspondance, et ça paraît quelque part, bien que ça l'est, pas si génial que ça. Enfin, il faut se mettre dans le temps où on ne savait rien donc de ces langues pictographiques, et surtout il faut s'imaginer qu'un cartouche royal n'est jamais gravé avec la même orthographe. Donc les signes utilisés à l'intérieur d'un même cartouche d'un même roi, enfin de cartouches différentes d'un même roi, peuvent avoir des orthographes et des signes différents renvoyant à la même valeur phonétique. Et en plus, il peut y avoir aussi des épithètes style l'Hémédopta ou qu'ils vivent à jamais, qui sont ajoutés dans un cas et pas dans l'autre, ce qui rend cette correspondance entre signes plus difficile.
Alors le moment Eureka, donc le 14 septembre 1822, c'est lorsque Champollion reçoit d'un architecte Huyot donc des manuscrits avec encore une fois des cartouches, dont les deux que vous avez ici, Ramsès et Gérotimès ou Toutmès, on va dire. Et il s'agit donc, contrairement, ça, je ne sais pas si je l'ai encore, oui, enfin bon, en fait, contrairement à tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, Champollion, il s'est cantonné, entre guillemets, à vraiment travailler sur les cartouches de souverains étrangers, donc l'Agide, et avec le temps, c'est comme ça qu'il va réussir à déchiffrer, c'est en comparant, en se créant un corpus de tous ces souverains donc de la période gréco-romaine, mais là, il s'attaquait pour la première fois à un souverain purement pharaonique, donc Ramsès et Toutmès. Et il a compris, donc ça c'est par le copte, que soleil c'est Rho, donc les deux S, il le connaissait par Ptolémis, donc le cartouche de Ptolémée, et le Mès ici, donc Mycée en copte, lui a permis de faire le lien et de comprendre qu'il s'agit de Ramsès, enfin Ramsès. Et c'est comme ça qu'il a pu percer, donc pour la première fois, le cartouche d'un roi, donc d'un pharaon, Ramsès, Toutmès. Notez par contre qu'il n'avait pas tout à fait saisi, donc il attribuait à chaque signe une valeur donc unilitaire, donc il considérait qu'il s'agissait d'alphabet, donc le Ra, le Ra, il savait que c'était un idéogramme, donc c'est là, ça a été la clé, que certains signes n'avaient pas uniquement une valeur phonétique, mais avaient une valeur symbolique, une valeur idéographique, mais donc il prenait ce signe pour le M, le S et le S, donc Ra, MSS, Ramsès, et pareil, toute messe. Donc ce qui, on le sait aujourd'hui, n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il s'agit plus d'un complément phonétique, ce deuxième S, le S qui colle à Metz. Et donc, le 27 septembre, donc j'ai oublié de vous dire, c'est le moment où très connu, où on entend Champollion, donc il va voir précipitamment son frère, s'évanouit même, toutes sortes d'explications sur cette perte de conscience sont données, mais c'est là qu'il saisit véritablement qu'il a percé le mystère des hiéroglyphes. Et donc moins de 2 semaines après, il va lire devant l'Académie des inscriptions et des belles lettres, la lettre, alors voici tout le titre en entier, donc c'est toujours le cauchemar un peu des étudiants dans les listes bibliographiques à la fin de devoir tout copier intégralement, ce qu'on ne donne généralement pas, mais néanmoins ce titre est très révélateur de l'objectif de cette lettre, donc lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains. Donc les objectifs sont bien mis en avant et il s'agit uniquement de ça. C'est donc de comprendre comment les cartouches de souverains lagides et romains devaient être lues. Et donc, 3 des 4 planches en fait, de cette lettre comprennent donc ces cartouches qu'il donc déchiffre, et il explique donc quant à l'ensemble du système d'écriture phonétique égyptienne, et nous comprenons à la fois sous cette dénomination l'écriture phonétique populaire, donc le démotique, et l'écriture phonétique hiéroglyphique. Il est incontestable que ce système n'est point une écriture purement alphabétique, si l'on doit entendre par alphabétique une écriture représentant rigoureusement et chacun dans leur ordre propre tous les sons et toutes les articulations qui forment les mots d'une langue. Nous voyons en effet l'écriture phonétique égyptienne pour représenter le mot César, d'après le génitif grec kaisaros, se contenter souvent d'assembler les signes des consonnes K, S, R, S, sans s'inquiéter de la diphtongue. Donc en fait, il dit que c'est comme dans les langues sémitiques, la vocalisation importe peu. Ici, c'est surtout les consonnes que l'on doit retenir dans dans la lecture des signes hiéroglyphiques. Donc là, c'est encore une fois, on voit toute l'utilité d'avoir été initié à ces autres langues sémitiques.
Donc, il dit plus loin, on ne peut point considérer l'écriture phonétique des Égyptiens, soit hiéroglyphique, soit démotique, comme un système aussi fixe et aussi invariable que nos alphabets. Et lorsque l'occasion de s'en servir se présenta, ils songèrent à étendre leurs moyens d'exprimer les sons, mais ils ne renoncèrent point pour cela à leur écriture idéographique, consacrée par leur religion et leur usage continu pendant un grand nombre de siècles. Donc, par rapport aux premières explications du déchiffrement des hiéroglyphes, donc fin d'Antiquité et jusque la Renaissance, où on attribuait aux hiéroglyphes une valeur symbolique, idéographique, et par la suite, avec la pierre de Rosette, Young et de Sassy, une valeur phonétique. La vérité se trouve entre les deux. En fait, c'est à la fois idéographique et phonétique. Et il écrit aussi plus loin, j'ai la certitude que les mêmes signes hiéroglyphiques phonétiques employés pour représenter les sons des noms propres grecs et romains sont employés aussi dans des textes idéographiques gravés fort antérieurement à l'arrivée des Grecs en Égypte et qu'ils ont déjà dans certaines occasions la même valeur représentative des sons ou des articulations que dans les cartouches gravées sous les Grecs et sous les Romains. Le développement de ce fait précieux et décisif appartient à mon travail sur l'écriture hiéroglyphique pure. Je ne pourrais l'établir dans cette lettre sans me jeter dans des détails prodigieux. Donc là, il transpose ces résultats aux époques plus lointaines, purement pharaoniques, et il sous-entend qu'il a compris à travers le déchiffrement des cartouches de Ramsès et de Toutmosis qu'il a compris le système, mais étant donné qu'il en est encore au balbutiement, il préfère donc développer sa théorie plus avant d'en faire part aux membres illustres de l'Assemblée, dont faisait partie d'ailleurs Young. À la fin de cette lettre, il dresse un tableau des valeurs phonétiques donc égyptiennes, donc ce tableau ici, qui est en grande partie encore utilisé avec des modifications. Il y a aussi quelques signes à caractère, comme on l'a dit, un peu plus gréco-romains, des signes qu'on retrouve peu ou pas aux époques intérieures, enfin moins souvent. Il faut dire donc qu'à cette époque, il n'a pas encore saisi, mais il le saisira plus tard, ce que sont des déterminatifs, donc ces signes sens sans valeur phonétique dont on avait parlé en introduction, mais qu'il comprendra à travers donc la lecture de l'inscription du zodiaque, donc une inscription dont le Louvre a l'original et où il réalise que les étoiles et les constellations se terminent avec ce même signe étoile qui ne se prononce pas et qu'il considère comme étant justement un déterminatif, mais dans sa grammaire, donc ici grammaire égyptienne, qui sera rédigée à la fin de sa vie, il va inclure donc toute une section dans cette grammaire consacrée au déterminatif. Donc je ne suis pas rentré dans la querelle qui opposa Champollion à Young, donc c'est assez connu. Tout ce que l'on sait, c'est que donc finalement les deux se sont réconciliés et ont reconnu l'apport respectif de l'autre. Dans son précis du système hiéroglyphique paru en 1824, donc quelques 2 années après c'est la lecture de la lettre à Monsieur Dacier, donc il dresse véritablement une série de listes de signes très très impressionnants, cette liste qu'il catégorise et il va donc au-delà simplement de mots qui sont dans des cartouches, comme ici vous avez le mot sa mère, à lui, sa mère à elle, que vous voyez ici. Donc il comprend déjà quelques structures grammaticales de base, donc l'utilisation du pronom personnel par exemple. Il va aussi y dresser une liste complète de son alphabet, et c'est là donc où il y a des modifications qui ont été apportées par la suite, puisque cette liste comprend quelques 130 signes qu'il considérait comme étant alphabétiques, avec parfois simplement des quantités d'homophones pour les mêmes signes. Vous en avez ici des exemples. Donc le re ici, donc c'est répère, c'est un trilitère, tandis qu'ici c'est un bilitère her, et quelqu'un qui contribuera donc par la suite de Rouget et aussi Lepsius, donc pourront à eux deux intégrer à la langue égyptienne toutes ces notions que l'on a vues de bilitaire, trilitère, donc à leur manière ils l'expliqueront. Mais c'est déjà donc un immense chemin qu'il a parcouru.
Alors penchons-nous maintenant sur l'après 1822, sur d'autres contributions de Champollion, et comme d'habitude, je suis toujours en retard. Donc les 2 séjours en Italie qu'il va faire, en fait, n'étant pas encore allé en Égypte, il va se faire les dents, si je puis dire, il va vouloir donc travailler sur un matériel égyptien en allant à Turin, où on lui demande d'ailleurs de faire le catalogage de la collection qui a été achetée là-bas par le biais aussi donc de Drovetti qui était un consul général de France à Alexandrie en Égypte, et qui, donc ça c'est à cette époque les consuls, et également un autre, eh bien Salt, le consul anglais en Égypte, en plus de leur rôle diplomatique, eh bien, se constituaient des collections imposantes d'objets qu'ils revendaient à compte personnel. Et donc, Champollion donc, avait tenté d'acheter pour la France, ou de convaincre le roi de France d'acheter cette collection, mais finalement, cela n'a pas été fait. Quelqu'un qui a été donc important, c'est Casimir de Blacas, donc, qui avait vécu en Italie et qui a ouvert les portes de Champollion en Italie, et qui ouvrira aussi les portes de Champollion au musée du Louvre, au musée royal Charles X. Donc il va se donner à cœur joie, donc à plein cœur, enfin, à cœur, comment on dit ça? Il va se donner à... Pardon? À corps perdu, bon, enfin c'est ça. Il va se donner entièrement, on va dire. Donc au catalogage, il va découvrir des papyrus en poussière, dont le papyrus royal de Turin, qui est un document très important, qui est une liste royale. Et donc en tant qu'historien, il va beaucoup s'intéresser à tous ces noms de rois qui vont apparaître. C'est aussi un historien de l'art. Il découvre l'art égyptien, donc en vrai, donc la sculpture et la peinture ne furent jamais en Égypte que de véritables branches de l'écriture. L'imitation ne devait être poussée qu'à un certain point seulement. Une statue en fut en réalité qu'un simple signe, un véritable caractère d'écriture. Or, lorsque l'artiste avait rendu avec soin et vérité la partie essentielle et déterminative du signe, c'est-à-dire la tête de la statue, soit en exprimant avec fidélité les traits du personnage dont il s'agissait de rappeler l'idée, son but était dès lors atteint. Donc, il établit le lien entre écriture et iconographie, mais en fait, c'est une critique aussi au théoricien de l'art Winkelmann, qui est un spécialiste de l'art grec, gréco-romain, et qui voit d'un œil, disons, un peu méprisant l'art égyptien comme étant finalement assez répétitif, et donc lui veut vraiment donner ses lettres de noblesse à l'art égyptien en constatant la grande diversité qui la caractérise. Hier, Alain Zivie a parlé donc de cet épisode malheureux, ou ces épisodes amoureux malheureux avec Angelica Pali. C'est au cours de ce voyage donc en Italie, ce deuxième voyage, où donc débute cette romance, en quelque sorte à sens unique, mais c'est aussi au cours de cette période qu'il rencontre Ippolito Rossellini, donc qui est professeur à Pise et qui deviendra un collègue très proche de Champollion. Ultérieurement, donc les deux vont organiser une expédition franco-toscane en Égypte. Donc donc c'est aussi à ce moment-là que Champollion, eh bien, finalement, sera nommé conservateur des collections égyptiennes au Louvre. En fait, il y a eu à ce propos donc une grande rivalité avec François Jomard, qui était de l'expédition de Bonaparte, et qui donc, lui, avait déjà auparavant eu cette idée de collection égyptienne. Il s'était intéressé aux hiéroglyphes aussi, en dressant des listes, mais donc il avait, je pense aussi, fait capoter l'achat de la collection Drovetti en France, la première, parce que, par jalousie, ne voulant pas que ce soit Champollion qui en reçoit le crédit. Mais Champollion donc réussit à faire entrer donc la collection Salt de ce consul anglais, donc qui avait des objets à Livourne, et la seconde collection de Drovetti, qui constitue un patrimoine fantastique pour le Louvre. On va aussi ouvrir des cours donc d'archéologie à l'école du Louvre, mais lui ne les assurera pas encore, mais l'idée étant de faire profiter de la collection à des fins pédagogiques.
Il va vouloir aussi donc faire cette rupture avec l'art classique et en ayant aussi un environnement qui soit proprement égyptien, en faisant peindre spécifiquement pour accueillir la collection des plafonds avec des thèmes égyptisants, comme vous pouvez le voir sur l'expédition de Bonaparte, ou bien donc l'Égypte et la Grèce ici, l'une en face de l'autre, donc de très belles salles. Et c'est également au cours de cette mission qu'il va proposer au roi, je pense que c'est Charles X, donc qu'il va proposer donc ce projet de voyage littéraire en Égypte, qui, après l'expédition de Bonaparte, qui aura aussi donc la mission des savants de la description de l'Égypte, pour la France, ce sera certainement le projet le plus important. Donc il s'agissait de visiter un à un tous les monuments antiques de style égyptien, en faire dessiner l'ensemble, lever le plan du plus petit nombre de ceux que les voyageurs ont négligés ou n'ont point suffisamment étudiés. Donc ici, c'est essentiellement le volet architectural qu'ils mettent en valeur, rechercher sur chaque temple les inscriptions dédicatoires donnant l'époque précise de leur fondation et celles qui indiquent toujours l'époque où ont été exécutées les différentes parties de la décoration. Ça, c'est le volet plus historique, dater les parties, dessiner les bas-reliefs représentant les diverses cérémonies religieuses, etc. Donc ça, c'est le volet, on va dire, religieux, mais notez encore une fois, afin de faire connaître l'ensemble du culte, les nombreux emprunts que la religion des Grecs fit à celle de l'Égypte, encore. Donc ce souci de mettre l'Égypte en avant, dessiner dans les catacombes les tableaux, les inscriptions relatives à la vie civile, donc là c'est la vie quotidienne, presque l'ethnologue qui parle, on devra recueillir avec un soin scrupuleux tous les caractères hiéroglyphiques de formes différentes, en notant les formes de chacun d'eux. Là c'est le paléographe, celui qui tente de saisir le contour des signes et voir peut-être les dater. Aussi donc d'exécuter des fouilles, donc c'est l'archéologue, il en fera peu, et rapporter des objets au Louvre. Donc voici cette expédition. Je vais conclure d'ici 5 minutes au plus tard. Donc formée de 14 membres, 7 membres italiens et 7 membres français. Vous voyez ici Champollion et ici vous voyez Rossellini. Donc cette peinture a été faite au retour de l'expédition. Vous la voyez, donc une expédition qui a débuté donc en Égypte. Il a quitté Toulon, donc août-décembre 1828, donc 4 mois pour descendre. Ça a été relativement rapide, mais 9 mois ensuite, ou plutôt 4 mois pour remonter et 9 mois pour descendre ensuite le Nil. Donc il a pris beaucoup plus de temps au retour pour s'arrêter aux différents sites et les étudier. Et il écrit, rendu à Wadi Alpha au terme, à l'endroit le plus éloigné de son voyage, ça coïncide avec le Nouvel An, il écrit à Dacier, je suis fier maintenant que, ayant suivi le cours du Nil depuis son embouchure jusqu'à la seconde cataracte, j'ai le droit de vous annoncer qu'il n'y a rien à modifier dans notre lettre sur l'alphabet des hiéroglyphes. Notre alphabet est bon. Il s'applique avec un égal succès d'abord aux monuments égyptiens du temps des Romains et des Lagides, et ensuite, ce qui devient d'un plus grand intérêt, aux inscriptions de tous les temples, palais et tombeaux des époques pharaoniques. Sera publié un petit peu à l'instar de la description de l'Égypte, les monuments de l'Égypte et de la Nubie. Donc, ça, j'ai oublié de mentionner qu'un des rôles importants aussi de Jacques-Joseph Champollion est de publier à titre posthume plusieurs œuvres de Champollion. Donc, au départ, il était question d'un même volume donc pour la version italienne et française, mais finalement, la version italienne est parue plus tôt. Et je terminerai en simplement montrant aussi que Champollion était un inspirateur d'autres, comme lui-même s'est inspiré de cette commission d'Égypte qui a recensé à travers la description quantité de monuments en Égypte. Il va lui-même inspirer quelqu'un, Karl Richard Lepsius, qui est un très grand égyptologue allemand, qui est un petit peu l'équivalent de Champollion en termes de fondation de l'égyptologie allemande, qui va, donc après la mort de Champollion, aller jusqu'à écrire à son frère, donc Jacques-Joseph, pour lui demander des renseignements d'ordre pratique sur comment monter une telle expédition. Il publiera aussi donc une œuvre monumentale
comme Champollion et Rossellini. Donc il y a des parallèles. D'ailleurs, les deux sont nés le 23 décembre, mais à 20 ans d'écart. Il ira même, Lepsius, jusqu'à aller à Pise pour prendre des cours de Rossellini. Et il va écrire d'ailleurs une lettre à Ippolito Rossellini d'une centaine de pages sur l'évolution des hiéroglyphes après Champollion. Donc c'est aussi l'héritier de Champollion, non seulement sur le plan des campagnes menées en Égypte, mais sur le plan philologique aussi. Voilà, alors je termine ici. Oui, 2 minutes. Je n'irai pas le tout, mais avant de retourner en France, Champollion, donc, qui a rencontré le Mehmet Ali, qui était à la tête du gouvernement, donc le sultan d'Égypte, eh bien, il lui adresse des notes dans lesquelles il propose donc à Mehmet Ali de vraiment conserver les édifices. Donc, il le dit. Il est donc du plus haut intérêt pour l'Égypte elle-même que le gouvernement de son Altesse veille à l'entière conservation des édifices et monuments antiques, l'objet et le but principal, etc. Il dresse une liste même de 20 monuments et de 23 monuments en danger. Donc c'est un précurseur un peu de Mariette aussi, quelqu'un qui va constituer donc le musée du Caire et le service des antiquités. Bon, il passe sous silence quand même, il faut le dire. Donc il a rapporté des objets, mais avec l'assentiment du gouvernement égyptien. Et finalement, c'est le retour à Paris où ça sera la consécration, l'élection à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres après donc quelques tentatives échouées, création de la chaire d'égyptologie au Collège de France, ce qui n'est pas rien. Il va donc écrire sa grammaire égyptienne et son dictionnaire égyptien, donc qui est vraiment dans la suite de sa lettre à Monsieur Dacier et ses précis hiéroglyphiques, mais qui seront donc achevés par son frère. Il meurt donc toutes sortes de raisons, donc fatigue, phtisie, on dit également. Il a bu l'eau du Nil, donc ça n'a pas dû aider son état de santé. Et donc, en conclusion, c'est quelqu'un qui fut passionné, engagé, qui s'est aussi bien pour la science qu'il a fondée que pour les affaires publiques de son époque. Il a marché sur les traces de ses prédécesseurs, il a ouvert des voies et surtout, il a, pour la pierre de Rosette, établi un modèle reproductible. Et c'est ça sur le plan scientifique, lorsque vous pouvez à titre expérimental répéter l'expérience et démontrer que votre paradigme est bon. C'est ce qu'il a vraiment différencié de ses prédécesseurs. Donc ici, quelques éléments en lien avec lui, des statues un peu partout. Et l'obélisque ici dans le cimetière du Père-Lachaise, proche de la tombe de Fourier, est assez bien choisi. Et il a été aussi un personnage clé dans le choix de l'obélisque de Luxor qui trône aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean, pour cette passionnante présentation. Donc, je réitère, je peux retransmettre les questions en ligne donc aux conférenciers, leur poser les questions pour vous. Et en même temps, dans la salle, on aurait peut-être le temps pour une ou deux questions. Oui, est-ce que vous voulez bien vous avancer? Il y a un micro ici sur votre côté pour poser la question, s'il vous plaît. Bonjour. Tout d'abord, c'est très intéressant. Je ne me suis pas ennuyée une seconde de tout ce que vous avez dit. Maintenant, il y a une chose, je connais peut-être l'Égypte, je suis égyptienne d'origine, et quand on va au temple de Karnak, tout droit devant, j'essaye de trouver le nom de l'espèce de salle hypostyle au fond complètement tout droit. Il y a à un moment donné un graffiti où c'est écrit Champollion. Alors, on nous a dit, quand on était en classe, quand on était jeune, on disait que c'était 2 mots valises qu'on prenait, Napo, puis Lyon, et on les mettait ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, moi, quand je pars avec mes touristes, je fais des petits groupes et je leur dis, une fois que le guide a fini de parler, je dis, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Et on nous a toujours dit que c'était des graffitis qui étaient là
que c'était au temps de Champollion et Napoléon qu'ils ont fait ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Je ne pourrais y répondre. D'abord, l'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas vu, et donc merci de m'en faire part. C'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a un lien, même Champoléonais, enfin, on attribuait peut-être à Champollion des antécédents ou des racines italiennes. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un ici pourrait y répondre, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des graffitis, en tout cas dans le temple de Karnak, qui remontent aux époques les plus anciennes, 18e, 17e et 19e, donc à toutes sortes d'époques. Et c'est ce qui est toujours intéressant de constater aussi, c'est qu'ils sont assez élevés, puisque le niveau du sol était assez haut. Et ce n'est que par la suite, avec le dégagement du temple, qu'on est retourné au niveau antique, et donc ces graffitis semblent un petit peu en hauteur. Mais merci de me le signaler. Oui, Marc. C'est-à-dire via Zoom. Effectivement, je répète ma réponse. C'est possible que ce soit des membres de l'équipe de Champollion qui aient gravé ça, Champollion, avec le jeu de mots entre Champollion et Napoléon, connaissant l'admiration de Champollion pour Napoléon Bonaparte. Je ne pense pas que ce soit Champollion lui-même qui l'ait fait, mais peut-être Cherubini, peut-être Nestor l'autre, peut-être un des autres, Rossellini, ça m'étonnerait Rossellini, peut-être un des autres participants de l'expédition. Et on a un cas un petit peu semblable donc, au temple de Luxor, avec le graffiti de Rimbaud, le graffito de Rimbaud, et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas si c'est Arthur qui, en passant par là, a gravé son nom. Voilà. Victor Hugo à Bozimel, oui. Et Chateaubriand au sommet de la Grande Pyramide. Voilà, peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre. Monsieur Zébi, Oui, à propos du nom de Champollion, d'après ce que j'ai lu, je crois que la famille était originaire d'une vallée des Alpes, enfin d'endroits près de l'Italie, et qu'un certain nombre de gens qui ont le même nom à peu près, et le nom pouvait être se transcrire, se prononcer Champollion. Et donc là, il y a deux orthographes, mais Champollion et son frère surtout aussi de connaître ces deux traditions. Et d'ailleurs, c'est plus qu'un jeu de mots, puisque quand différence orthographique de son nom. Merci. merci beaucoup. Cela